Il y a des croyances, des pratiques qui sont ancrées dans l'esprit humain, je dirais même plus enracinées, de génération en génération, à tel point que pour certaines d'entre elles, on ne sait plus pourquoi on les fait, mais comme nos aïeux les pratiquaient, alors c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour d'autres, elles sont issues de superstitions lointaines. Voici quelques-unes de ces croyances. Effeuiller les plants de tomates hâte la maturation des fruits. Pour mûrir, les tomates n'ont pas besoin d'être exposées au soleil, de plus lui enlever le feuillage affaiblit le pied qui en a besoin pour faire sa photosynthèse. Il faut supprimer les gourmands pour augmenter la récolte. Alors là, remettons un peu d'ordre dans tout cela. La tomate ne produit pas de gourmands, mais des tiges susceptibles de porter des fruits. Un gourmand, par définition, est une tige qui ne produit pas et vole l'énergie de la plante mère. Alors certes, si on laisse un pied de tomate se développer de façon naturelle, on aura beaucoup plus de tomates, mais d'une taille un peu plus petite, et là encore, la vérité n'est pas absolue. En revanche, le fait de tailler un pied de tomate libère de la place car cette plante peut devenir un véritable buisson. Et si on n'a pas la place nécessaire pour la laisser pousser à sa guise, il y aura une mauvaise circulation de l'air qui favorisera les maladies. Les croyances populaires ont fait de la chouette un animal de mauvais augure. Au Moyen-Âge, elle était associée aux sorcières et aux mauvais esprits. C'était le symbole de la mort et de la misère. Chez les Romains, on accuse les oiseaux nocturnes de boire le sang des enfants pendant la nuit. Les cris des hiboux présageaient une mort prochaine, tout comme au Moyen-Âge où ils sont également associés à la sorcellerie et à la magie noire, messagers de Satan. Ainsi, pour éloigner le mauvais sort, les gens avaient pour habitude de clouer une chouette, les ailes écartées contre la porte des grandes familles. Le lierre n'est pas une plante parasite. L'arbre n'est qu'un support sur lequel il grimpe à l'aide de ses crampons. Il a ses propres racines et n'a pas besoin de puiser l'énergie de son hôte pour survivre. En revanche, le lierre protège le tronc et pourrait même avoir des vertus fongicides. Au XVIIIe siècle, les crapauds sont l'objet de rituels barbares. Le crapaud était souvent crucifié à la tête en bas au cours de messes noires. Cette pratique persiste jusqu'au XIXe siècle. Bien entendu, au XXe siècle, les crapauds n'ont pas cessé d'être les victimes de sectes de toutes origines. Pourtant, et heureusement, de plus en plus, un courant nouveau démontre l'utilité de cet animal dans l'écosystème. En Europe, les chauves-souris ont eu mauvaise presse. Depuis l'Antiquité, on a attribué aux chauves-souris un rôle important dans la médecine populaire. Leur cœur, mélangé à une boisson quelconque, devait réveiller un amour aveugle. Au Moyen-Âge, on accusait les chauves-souris de voler le jambon séchant à la poutre de la cuisine et de porter malheur. Mais on les croyait capables de chasser les mauvais esprits une fois cloués à la porte d'une grange. Ces pratiques ont heureusement disparu, mais subsistent encore au fond des mémoires quelques vieilles légendes et préjugés. Au cinéma, le comte Dracula nous a fait croire à tort que toutes les chauves-souris se nourrissaient de sang qu'elles prélevaient sur le cou de jeunes femmes. En fait, seules 3 espèces d'Amérique du Sud sont hématophages. Et il est temps de clarifier certaines certitudes non fondées. Non, les chauves-souris ne s'accrochent pas aux cheveux. Non, elles ne sont pas aveugles. Et non, elles ne portent pas malheur. D'ailleurs, là où se trouvent des chauves-souris, la nature est en bonne santé. Encore de nos jours, les chats noirs sont moins bien vus que les autres. La méfiance envers ceux-ci était présente dans l'Égypte ancienne, bien qu'ils vénéraient les chats. La couleur noire était associée à la mort. Dans l'Empire romain, après l'établissement du christianisme comme religion d'État, le chat a perdu son pouvoir divin et devient une créature maléfique. Plus tard, au Moyen-Âge, le chat noir était considéré comme l'incarnation du diable. C'est naturellement qu'ils étaient persécutés au même titre que les sorcières. Et en plus d'être associés à la sorcellerie,
le chat noir était vu comme un présage de mort. Le poisson rouge aurait une mémoire qui n'excède pas les 3 secondes. Cela a donné lieu à une expression couramment utilisée pour tous ceux qui oublient des propos ou des événements qui ont récemment eu lieu, avoir une mémoire de poisson rouge. Pourtant, il semblerait que la mémoire des poissons rouges soit bien plus solide que celle de nombreux êtres humains. On ne va pas se mentir, enfermer un poisson rouge dans un petit bocal est une pratique barbare, surtout pour un animal qui, à l'état sauvage, vit dans des espaces immensément grands et parcourt des centaines, voire des milliers de kilomètres chaque année. Et pourtant, nombreux sont les propriétaires de poissons rouges qui n'hésitent pas à enfermer leur animal dans un bocal minuscule avec pour seule distraction la possibilité de tourner en rond. Mais après tout, pourquoi se soucier du bien-être de cet animal puisqu'il a une capacité d'oublier et donc de redécouvrir son environnement toutes les 3 secondes? Ainsi, où qu'il se trouve, sa vie est une permanente découverte. En réalité, il n'en est rien. De nombreuses études réalisées sur le sujet ont révélé que les poissons rouges avaient en fait une plutôt bonne mémoire. En effet, ils sont capables d'associer un son à l'arrivée de leur nourriture, et ce, même plusieurs semaines après avoir effectué cet apprentissage. Contrairement à ce que l'on peut penser, le poisson rouge n'a pas une espérance de vie de 1 ou 2 ans, mais de 20 ans. De même, il est capable de beaucoup grandir. Malheureusement, sa croissance dépend de la taille de son aquarium, ce qui explique que de nombreux poissons rouges restent petits toute leur vie. Plus incroyable encore, ils sont capables de retenir un parcours dans un labyrinthe et de le refaire 3 mois plus tard sans se tromper. Ils peuvent également retenir l'emplacement d'une cachette pour s'y réfugier rapidement ou encore améliorer leur technique de chasse sur une même sorte de proie. Pour être heureux, un poisson rouge a besoin d'espace. En effet, tourner en rond dans un bocal est particulièrement stressant pour cet animal. La dépression est d'ailleurs l'une des conséquences les plus fréquentes de cet enfermement suivi d'une mort prématurée. D'où vient la légende selon laquelle les autruches mettent la tête dans le sable en cas de danger? Faire l'autruche est une expression de la langue française qui traduit le fait qu'une personne refuse de faire face à la réalité. Cette expression populaire est née de l'idée que l'autruche, plus grand oiseau au monde, enfouit sa tête dans le sable dès qu'elle a peur. Ce vieil adage est basé sur les observations, mais son interprétation est fausse. Si l'autruche met effectivement la tête dans le sable, cela n'a rien à voir avec ses craintes. Lorsque l'oiseau est effrayé, il s'enfuit. Il existe aujourd'hui plusieurs théories pour expliquer cette expression. D'abord, l'autruche pond ses œufs dans le sol, dans des trous qui peuvent faire jusqu'à une trentaine de centimètres de profondeur. De jour, c'est le mâle qui surveille les œufs. De nuit, c'est la femelle. Au cours de la surveillance, il peut arriver que l'oiseau retourne les œufs, ôte les lézards ou les rongeurs qui se seraient incrustés dans les trous pour profiter de la chaleur. L'autruche a donc régulièrement la tête dans le sable en période de couvaison. Par ailleurs, si l'autruche est essentiellement herbivore, elle mange de tout et toute la journée. Ainsi, lorsqu'on observe l'oiseau, il semble bien souvent la tête près du sol, d'où l'idée d'un oiseau qui enterre sa tête. L'adage populaire est probablement né de la combinaison de toutes ces observations, mais une chose est sûre, l'autruche, du haut de ses 2 mètres et avec des pointes de vitesse de course de 80 km/h, a tout intérêt à courir si elle se sent menacée plutôt qu'à enfouir sa tête dans le sable. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche pour une nouvelle semaine au jardin.